Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand bal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. L'or des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos des guitares électriques se feront plus lancinants, les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour. Bonsoir Fatima, l'invité de ce soir, professeur Daouda Ndiaye, professeur des universités et chef du service parasitologie UCAD, hôpital Le Dantec. Professeur, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Professeur, vous avez découvert il y a quelques années, quelques mois, le test diagnostic Illumigène Malaria. Vous avez été nommé récemment expert, conseiller technique OMS du panel, certification de l'élimination du paludisme. Pourquoi l'OMS a jugé nécessaire de certifier l'élimination de la malaria? Les enjeux sont énormes en termes de lutte, de contrôle contre le paludisme. L'objectif global, c'est l'éradication de la maladie à l'échelle planétaire, au niveau de l'ensemble des continents. Mais à l'échelle des pays, on parle d'élimination. Et donc, il est important, dans le cadre où aujourd'hui il y a beaucoup de pays qui ont ciblé d'aller vers l'élimination, comme dans le cadre du Sénégal, probablement d'ici 7 à 10 ans, il est important, comme il a été d'ailleurs au préalable dans certains pays, de mettre en place un panel qui permet de juger de l'opportunité de confirmer une élimination à l'échelle des pays, pour l'ensemble des continents, Sur au niveau de l'ensemble de la planète. Et pour cela, vous savez, il y a des enjeux économiques derrière tout cela. Donc il est important... Et politique aussi, j'imagine. Et politique. Donc de créer un cadre de concertation où il y a un panel d'experts qui connaissent, qui ont travaillé sur le paludisme depuis au moins une vingtaine ou trentaine d'années et qui connaissent très bien la maladie, de diverses régions et de différentes spécialités, que ce soit des épidémiologistes, des spécialistes en médicaments, en diagnostic, des spécialistes en entomologie, que l'ensemble de ces experts-là puissent être mis de ce groupe d'experts puisse être mis en place pour que, éventuellement, demain, si un pays comme le Sénégal ou notre pays déclare qu'ils ne sont plus en mesure de pouvoir compter des cas de paludisme parce qu'ils n'ont plus de paludisme, dans ce cas, l'OMS évalue la pertinence de mettre en place le comité d'experts pour aller juger, évaluer le pays, évaluer les rapports sur lesquels le pays s'est basé pour dire qu'ils sont en élimination, pour confirmer ou infirmer l'absence ou la présence éventuelle de parasites. Pour une durée de 3 ans, parce que là, je dois le préciser, l'élimination est mise en place par rapport à une durée. Donc si un pays, par exemple, X ou Y comme le Sénégal, en 2022 dit qu'il n'y a plus de parasites, il n'y a plus de paludisme au niveau du pays, il faudra 3 ans où il n'y a pas de cas du tout de paludisme pour que les experts viennent pour évaluer et confirmer effectivement que le Sénégal est un pays qu'on peut déclarer comme un pays où il n'y a plus de paludisme. Donc, qui reçoit la certification par rapport à... Donc, j'ai juste donné l'exemple du Sénégal, oui. Mais je pense qu'on en parlera après. Justement, on va en parler même. Ça veut dire quoi? Le Sénégal va éliminer le paludisme en 2022, en 2025? Si l'engagement de l'État suit les stratégies qui sont en train d'être déroulées par rapport au contrôle, parce qu'il faut le dire, depuis une vingtaine d'années, on a vu une chute drastique de la prévalence et de l'incidence du paludisme à l'échelle nationale. Vers les années 2000, on parlait de 35% de prévalence. Aujourd'hui, en 2017, on parle de moins de 2% à l'échelle nationale. Donc il est important d'aller vers cet objectif d'élimination. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, que le programme national de lutte contre le paludisme
en partenariat avec l'ensemble des experts palud du Sénégal, a travaillé pour mettre en place un manuel d'élimination du paludisme. Cela veut dire quoi? À travers ce manuel, où l'ensemble des stratégies ces stratégies en fait ont été proposées par rapport au Sénégal, pour l'ensemble du pays, si le gouvernement suit, et j'insiste beaucoup sur le terme de gouvernement, parce qu'en termes concernant le contrôle, ça peut être à l'échelle ministérielle. Le ministère de la Santé peut jouer son rôle pour contrôler les palud. Et ça, le ministère de la Santé a joué ce rôle pendant de longues années, et ce qui a montré aujourd'hui les résultats que nous avons obtenus avec des prévalences inférieures à 2%. Mais pour aller vers l'élimination, il est important que l'ensemble des acteurs qui travaillent autour du paludisme, même en dehors du paludisme, soient engagés. Et je vais donner l'exemple aujourd'hui. On ne peut pas éliminer le paludisme au Sénégal à ce moment-ci, si les acteurs externes, notamment le département de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que le paludisme, il y a 4 déterminants. Nous avons le parasite, nous avons l'homme, nous avons le vecteur, mais à l'interface, nous avons l'environnement. Il faut donc un engagement très fort au niveau de l'État, entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et les Finances. Parce que la lutte contre le paludisme nécessite beaucoup de moyens, mais l'élimination, les stratégies vers l'élimination sont encore beaucoup plus coûteuses en termes d'argent. Donc il faudra quelque chose au niveau supérieur, en tout cas, comme carrément la présidence, qui essaie de pilonner ce cadre pour qu'on puisse aller vers l'élimination. Une volonté politique forte. Engagée. Mais l'élimination du palu au Sénégal, à quel moment il faudra l'attendre? À l'horizon? Je serai un peu prudent. Certaines parlent aujourd'hui avec la prévalence qui est faible, moins de 2%, on parle de 2025. Moi, je n'y crois pas très sincèrement au moment où je vous parle. Parce que certes, les stratégies sont là, le manuel est en train d'être élaboré, mais tant qu'on n'aura pas senti un engagement réel, encore une fois, je ne le précise pas uniquement du ministère de la Santé, mais l'ensemble des acteurs, des partenaires et de l'État dans son ensemble, on ne pourra pas y prendre. Par contre, si tout est mis en place en termes de moyens, en termes de travail, en termes de stratégie, ce que je peux dire, sans risque de me tromper, si on cible l'élimination d'ici 2030, on pourra vraiment y parvenir et de façon très scientifique, parce que les évidences scientifiques sur lesquelles nous devons nous baser existent. Et le Sénégal a fini de montrer, et c'est pourquoi on a eu cette baisse de prévalence de façon drastique, que nous avons des évidences qui ont permis au pays de contrôler et de faire chuter cette prévalence. Ces évidences, si on maintient ces évidences sur le plan scientifique, on a aujourd'hui les moyens d'aller vers l'élimination, en tout cas d'ici 2030. Où en est-on à propos de la prévalence du paludisme sur l'échelle du continent? Sur l'échelle du continent, il faut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, concernant cette pandémie, reste figé en Afrique au sud du Sahara, à une hauteur pour 80 à 90%, malheureusement. Énorme. C'est énorme, et encore malheureusement parce que ça touche essentiellement les enfants, les groupes vulnérables, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Donc aujourd'hui, l'Afrique au sud du Sahara reste encore une fois la partie du monde la plus touchée, où les prévalences varient des incidences, des niveaux faibles, comme le cas du Sénégal, 2%, vers des pays où les prévalences quand même avoisinent les 50% malheureusement. Parce que dans mon travail, j'ai eu appuyé au moins 6 pays en Afrique depuis une dizaine d'années, que j'évalue chaque année, au moins avec 2 visites par an. Les prévalences restent pour le moment assez élevées. Quels sont ces pays? Oui, donc récemment, il faut dire qu'il y a l'Algérie. L'Algérie est un pays qui va probablement vers l'élimination. Donc là c'est clair. Mais il y a d'autres pays comme la Guinée proche de nous, il y a le Mali, il y a le Burundi, il y a la République démocratique du Congo, il y a le Madagascar. Donc ces pays aujourd'hui, certes, sont en train de faire un travail énorme, extrêmement important, mais quand même, comparé au Sénégal, ils sont quand même assez loin par rapport à la maîtrise de cette pandémie à l'échelle de leur pays. Le test diagnostic Illumigène Malaria, vous l'avez découvert, il a été éprouvé. Quels sont les résultats sur le continent africain et plus particulièrement au Sénégal? Je l'ai dit partout. Aujourd'hui, d'abord, je pense que ce test Illumigène Malaria, comme la plupart des travaux de recherche que nous avons menés, quand même, ont pu nous permettre aujourd'hui d'avoir cette reconnaissance au plan international. Que ce soit récemment avec la Société américaine de médecine tropicale et d'hygiène, où nous avons quand même reçu une distinction honorifique pour la deuxième fois pour un Africain depuis quelques années. Et récemment également, l'intégration, la nomination au niveau de ce panel de l'OMS. Illumigène Malaria est en train de faire son bonhomme de chemin. Il est présent dans la plupart des pays européens.
parce qu'ils ont un problème de diagnostic, de compétences, mais également de plateau technique par rapport à la microscopie. Quand je parle de plateau technique, par rapport à l'expertise des microscopistes. Les autres techniques, quand même, sont relativement pas très sensibles. Et c'est pour raison pour laquelle aujourd'hui, je viens même d'avoir une publication hier qui est faite en France, qui ont prouvé qu'effectivement, en utilisant Illumigène Malaria, ils ont obtenu une sensibilité, une spécificité avoisinant les 100%. Les pays africains, comme vous le savez, ils recherchent des moyens. Le cas du Sénégal. Toujours en retard aussi. Oui, ce n'est pas le Sénégal qui décide éventuellement de façon globale de la pertinence de tel ou tel outil. En termes de coût, il faudrait des partenaires engagés pour le faire. Mais tout récemment, j'ai été contacté par le programme national de lutte contre le paludisme parce que je l'ai dit, on ne peut pas aller vers l'élimination. Et ça, c'est l'objectif qui a été mis en place par rapport au développement de ces tests. Tant qu'on ne pourra pas rechercher les réservoirs, donc ce portage sous-microscopique, parce que les tests que nous avons aujourd'hui, la microscopie et le TDR sont extrêmement importants, efficaces, mais quand le portage est très faible, avoisinant les 2%, ils ne peuvent pas les détecter. Et donc un pays qui dit aujourd'hui qu'on n'a plus de paludisme parce qu'il a utilisé ces tests et qu'éventuellement il y a des problèmes, et que demain des experts viennent évaluer et qu'ils ne voient pas ce portage, et qu'ils voient qu'effectivement il y a des portages sous-microscopiques, c'est un travail énorme qui a été mis en branle, mais qui n'a servi absolument à rien parce qu'on n'a pas utilisé le bon test. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, le Sénégal est en train de travailler dans ce sens, parce qu'on a un objectif d'élimination. On ne peut pas éliminer le paludisme tant qu'on n'aura pas ciblé ce portage sous-microscopique. Reconnaissance internationale, mais reconnaissance nationale aussi. Elle est là, cette reconnaissance nationale? Oui, j'avoue que... ces recherches. Oui, parce que, je l'ai dit, je suis dans un cadre de travail, je suis à l'université, et c'est le moment également de remercier l'ensemble de mes collaborateurs au niveau de l'université, au niveau de la fac de médecine. Depuis le ministère de l'Enseignement supérieur, j'ai été reçu par le ministre, j'ai reçu le directeur général de la recherche dans mon laboratoire et on a beaucoup discuté. Et aujourd'hui, dans la plupart des programmes de recherche, de formation qui sont en train d'être déroulés au Sénégal, j'ai eu l'honneur d'avoir été reçu par la délégation ministérielle, en tout cas de l'enseignement supérieur, pour mettre en exergue cette compétence expertise, notamment pour pouvoir permettre aux jeunes générations, à la nouvelle génération de chercheurs, d'être formés au Sénégal, par des Sénégalais, et qu'ils n'aient pas le besoin d'aller jusqu'aux États-Unis, comme nous autres, ou en France, pour rechercher cette compétence et cette expertise. Donc il y a une reconnaissance, en tout cas concernant le département qui me concerne, là où je travaille, l'université et le ministère de l'Enseignement supérieur. La santé également, parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à cette prouesse, effectivement, que le ministère de la Santé a voulu intégrer ce test dans le cadre des stratégies de l'élimination. Donc je peux vous dire, sans rester me tromper, que oui, il y a une reconnaissance au niveau national, comme à l'international. Professeur, la grippe, beaucoup de malades de la grippe. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'épidémie? Je serais très prudent, parce qu'une épidémie, on ne la déclare pas comme ça. Il faut des évidences, et il faut quand même l'engagement. En fait, il faut des évidences, et il faut tout ça derrière cette évidence, il faut quand même le ministère de la Santé. Et en tout cas, des évidences scientifiques et de santé publique pour déclarer une épidémie. On peut dire qu'il y a des cas. Ce qui a un peu bouleversé un peu la situation, c'est qu'on n'avait pas l'habitude de voir ces cas de grippe pendant la saison de transmission du palu. C'est la période la plus chaude de l'année. Donc, oui, c'est la saison pluvieuse, il y a beaucoup de cas de paludisme. D'une manière générale, je ne dis pas qu'à l'échelle nationale, il y a beaucoup de cas, mais c'est la période où on a le plus de cas comparé aux autres mois de l'année. Et si en plus de ça, nous avons une infection à la grippe, un syndrome grippal qui s'ajoute à ces cas de paludisme, ça devient une situation un peu difficile à gérer. Ça peut être mortel aussi? Non, très souvent, que ce soit le paludisme aujourd'hui, que ce soit la grippe, la plupart aujourd'hui des pathologies, si les patients, en tout cas, si ceux qui souffrent de palu ou de grippe, dès les premiers symptômes, vont vers les structures de santé pour rechercher des soins, le traitement en tout cas concernant le palu, le traitement est disponible et efficace. Concernant la grippe, c'est beaucoup plus un traitement symptomatique. Mais si c'est pris en charge normalement, il n'y a pas de complications. Et quand il n'y a pas de complications, c'est juste les séquelles qui vont rester. Mais le patient, la personne va aller vaquer à ses préoccupations probablement après 72 heures ou au moins quelques jours. Pourtant, certains n'hésitent pas à dire, mais c'est une grippe qui est particulièrement virulente. Est-ce qu'il y a une particularité, la grippe de cette année? Bon, il faut dire que les souches, ça varie d'année en année. Oui. Que ce soit le parasite, que ce soit les virus, les champignons, les bactéries, les micro-organismes en général
varie en fonction des périodes. C'est probablement pas la même chose que la souche de l'année passée, ce ne sera pas probablement la même souche que la souche de l'année prochaine. Ce qui fait qu'effectivement, il y a des notions de virulence. Parfois, ce sont des souches qui sont très virulentes, parfois, ils sont moins virulentes. Et bon, quand c'est virulent, c'est parce qu'effectivement, les symptômes sont beaucoup plus difficiles à être conçus par le patient et acceptés, parce qu'il y a effectivement beaucoup de problèmes sur le plan de la symptomatologie clinique, et ce qui fait que les patients, parfois, le ressentent plus durant les précédentes années en général. On ne peut pas vous inviter sans parler de la mort de la jeune fille Aïcha Diallo à l'hôpital de Pikine. Y a-t-il eu, professeur, faute médicale qui pourrait être imputée à votre collègue qui a traité cette jeune patiente? D'abord, je m'incline à la mémoire de cette fille Aïcha et je présente mes condoléances les plus attristées à la famille et au Sénégal d'une manière générale par rapport à cette situation qui est regrettable à tous les niveaux. J'éviterai de parler de façon spécifique de ce cas, mais ce que j'ai compris, moi, en lisant les journaux, en écoutant les médecins parler, je pense qu'il y a beaucoup plus un problème de communication depuis la base qu'un problème de logique de prise en charge. Il n'y a pas eu de faute médicale? Je n'ai pas compris ça après avoir écouté les spécialistes, en tout cas le médecin, le chirurgien qui a parlé. Parce que tout ce qu'il a expliqué, à mon humble avis, est cohérent et logique. Maintenant, pour moi, il faut qu'on évite d'en faire un problème isolé. Parce que, en ce que je sache, ce que je sais par rapport à ce système aux urgences, que ce soit à l'hôpital de Pékin, à l'hôpital partout ailleurs, les responsabilités sont toujours engagées. Que ce soit au niveau du corps médical, que ce soit au niveau de l'administration, ou même au niveau du ministère de la Santé. Parce qu'aujourd'hui, le problème des urgences, il faut le comprendre, Mamadou. C'est vrai que l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour l'amélioration du système de santé. On voit toujours des hôpitaux, des centres de santé qui voient le jour. L'hôpital le plus récent, c'est l'hôpital de l'Alliance, par exemple. Je suis à l'hôpital de la Dantec. Je sais que l'État du Sénégal investit beaucoup sur la mise en place de nouvelles plateformes de travail. Mais nous sommes dans un pays sous-développé et les moyens ne sont pas là toujours disponibles. Et malheureusement, la demande, elle est là. Et cette demande est aujourd'hui supérieure à l'offre. Et quand la demande est supérieure à l'offre, on ne maîtrise plus tout. Donc le médecin peut bien faire son travail, comme dans ce cas de figure où je comprends un peu. Mais également, l'État peut parfois faillir en mettant en place un système beaucoup plus complet dans le cas des urgences. Parce qu'on peut avoir beaucoup de cas référés pour des problèmes d'urgence. Et s'il n'y a pas assez de place, s'il n'y a pas assez d'espace, s'il n'y a pas assez d'équipement, de logistique ou de personnel pour prendre ça en charge, le problème reste entier. Et donc c'est là où je dis que ce problème est partagé. Certes, au niveau médical, j'allais dire par le corps médical, je ne dirais pas négligence, mais parfois, en entendant les populations parler, tu ressens qu'il y a une frustration. Justement sur le cas d'Aïcha Diallo, comment peut-on expliquer le sentiment des parents qui estiment que leur fille n'a pas été correctement prise en charge? Pour moi, je ne dirais pas que c'est simple, mais pour moi, il y a un problème de communication au départ. Parce que si très vite, dès l'accueil de ce patient, probablement les médecins ont eu le temps, et j'insiste encore, les urgences, parfois les médecins sont débordés. Si les médecins ont eu le temps de discuter correctement avec les parents de la fille, on n'en arriverait pas là probablement aujourd'hui. Probablement, il y a un problème de communication. Et quand quelqu'un est reçu quelque part, notamment au niveau du système de santé, et que le médecin, ou en tout cas le corps médical, ne donne pas, ne met pas en place une stratégie de communication, d'information par rapport à la maladie, sur un cas précis, l'individu, l'accompagnant, peut se sentir un peu délaissé par rapport à ce manque d'information. Très souvent, on vous dit que ils nous ont mis, en tout cas, ils ne nous ont pas mis dans les conditions d'écoute, quelle que soit la situation. Oui, c'est-à-dire sur ce cas, comme de manière générale, il y a cette perception négative de la population du système médical sénégalais. Et c'est là où je dis que les responsabilités sont partagées. Oui. Mamoudou, aujourd'hui au Sénégal, nous avons les meilleurs médecins. Parce que l'Université de Dakar, aujourd'hui, est la première université en Afrique au sud du Sahara, en tout cas francophone, concernant la formation. La plupart des médecins marocains, tunisiens,
et j'allais dire de l'Afrique, jusqu'au Madagascar, sont formés à l'université de Dakar jusqu'au moment où je vous parle. Que ce soit des médecins généralistes ou bien des spécialistes. Donc les médecins sénégalais sont très compétents. On continue quand même d'aller nous soigner ailleurs. Hein? Oui, parce que malheureusement, nous avons un problème de plateau technique. Et ailleurs. Et je suis parfaitement d'accord. Oui. On ne peut pas former des médecins qui vont aller travailler pour leur pays. Parce que chez eux, ils ont le plateau technique, que nous qui formons les médecins, nos populations vont dans ces pays pour se faire consulter. Et nos médecins même maintenant partent. Mais parce que parfois, les conditions ne sont pas réunies pour permettre aux praticiens que nous sommes d'exercer notre métier. Qu'est-ce qui vous manque? Il nous manque, d'une manière générale, la logistique, les équipements. Il y a parfois un problème de normes par rapport aux hôpitaux. Et encore une fois, je ne jette pas le problème sur l'État. Parce que pour moi, l'État est en train de faire un travail extrêmement important. Mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas réellement au niveau où, quelle que soit la pathologie, la prise en charge, en tout cas les étapes, l'approche de prise en charge est là par rapport aux équipements, par rapport à et même par rapport aux ressources humaines. Donc là, il faudra qu'on comprenne que le médecin sénégalais, il est bon, que le praticien sénégalais, il est bon. Parfois, il est confronté à un problème de moyens. Et il y a toujours quand même des exceptions dans un système. Je ne dirais pas que tous les médecins sont bons par rapport à... Il y a parfois des problèmes de comportement que nous déplorons. Mais d'une manière générale, globalement, le médecin sénégalais, la médecine sénégalaise, la prise en charge de nos patients au niveau du pays se fait conformément aux directives internationales. Dernière chose, la gestion politique de cette affaire Aïcha Diallo, convocation du directeur de l'hôpital et sanctions annoncées par le ministre de la Santé. Quelle réflexion cela vous inspire? Parfois, gérer une communication est un peu difficile. Parfois, c'est normal. Quand on n'est pas réellement du domaine, c'est difficile de pouvoir comprendre certaines choses. Ce n'est pas un problème le fait de convoquer le directeur de l'hôpital. Pour moi, c'est normal. Hein? Il le convoque pour mieux l'entendre et comprendre le fond du dossier. Mais peut-être que ça pouvait se faire le plus discrètement possible, parce que ça se faisait probablement antérieurement. Mais ça ne nécessite pas, à mon avis, de le mettre sur la table pour prouver à la population que nous sommes en train de sévir, nous sommes en train de faire ce que nous avons. Non, la médecine n'a pas besoin de ça. La santé n'a pas besoin de ça. La santé a besoin de lucidité. En tout cas, par rapport à la communication, il y a deux choses que nous évitons dans le domaine de la santé. Manque de lucidité, quel que soit le système, quelle que soit la problématique, un problème de recherche de sensationnel. Et cela, malheureusement, on le voit, on a l'impression qu'aujourd'hui, les populations sont contre les médecins, contre les praticiens du domaine. Et ça, c'est un peu déplorable. Je suis de Pékin. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus proche des populations que du monde médical. Mes parents se font consulter à l'hôpital de Pékin et j'insiste, l'hôpital de Pékin est aujourd'hui l'un des meilleurs hôpitaux en Afrique. Ce n'est pas parce que je suis à l'Idantec, ce n'est pas parce que j'ai des collègues là-bas. Je connais le personnel. La plupart des chefs de service sont des maîtres de conférences agrégés. Tout y est. Mais respectons ce qui se passe par rapport à l'approche médicale qui est en train de dérouler et surtout évitons de mettre de l'huile sur le feu parce que ça peut aller parfois loin. Parce que si les populations aujourd'hui rejettent l'hôpital de Pékin, ils vont aller dans d'autres hôpitaux, nous à Dantec par exemple, ou à Fan ou à Cito, on ne peut pas les contenir. Et ça va être quoi? Ça va être, je ne le souhaite pas, d'autres Aïcha Diallo qui vont venir plus tard. Et ça, on ne le souhaite pas. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'inventeur du test diagnostic Illumigène Malaria et vous êtes nommé il y a quelques jours expert conseiller technique OMS du panel certification de l'élimination du paludisme. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir regardés ce soir encore. Excellent week-end, excellente soirée avec vos programmes. Je vous retrouve lundi, Inch'Allah.